Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière. Tolkien. Quand mythologie et astrologie se rencontrent, cela donne de belles histoires. C'est Astromytho, le podcast qui revient aux sources. Je suis Patricia, la créatrice de Des jours et des lunes, une amoureuse du soleil, de la lune et des étoiles, et avec ma fille Pauline, une passionnée de mythologie, nous allons explorer à travers 16 épisodes les liens entre astrologie et mythologie. C'est Astromytho saison 1 et c'est parti! Le soleil, l'astre roi, le maître. Et tant pis si Jupiter pourrait en prendre ombrage, lui qui arrive à la fin de l'automne. Le soleil le relègue dans l'ombre, ce Jupiter Zeus, pourtant maître de l'Olympe. Astronomiquement, il est l'étoile la plus importante de notre galaxie, celle autour de laquelle nous gravitons, celle sans laquelle il n'y aurait pas de vie sur Terre, notre essentiel. Il en est de même dans le thème natal. Il est intéressant de noter néanmoins que ce soleil doit nous rappeler l'humilité. Car, quoi qu'on pourrait en penser, il n'est pas unique. Il faudrait être bien orgueilleux ou bien inconscient pour le penser. Il existe dans notre univers bien d'autres soleils et bien d'autres galaxies. Simplement, nous aimons à penser qu'il est unique. Du coup, l'astrologie a bougé les rôles et s'est géocentrée, c'est-à-dire centrée autour de la Terre. Ce qui est une aberration astronomique, mais on s'en fiche puisque symboliquement, c'est l'astrologie qui nous intéresse. Et astrologiquement, c'est exactement le rôle du soleil. Nous rendre uniques, faire de nous ce que nous sommes, nous individualiser. Les planètes qui gravitent autour du soleil renvoient sa lumière, mais c'est lui qui les anime. Le soleil représente la vie dans un thème, la vitalité et la volonté, l'ego. Planète yang, masculine, c'est une énergie d'extraversion, à l'opposé de la lune, qui reçoit l'énergie solaire et la renvoie, énergie d'introversion. Qui dit soleil dit chaleur et générosité. C'est une force centrifuge, autrement dit tournée vers l'extérieur, qui nous fait rayonner. C'est notre vraie nature, ce que nous sommes profondément, même si cela ne sera pas immédiatement visible, masqué par notre ascendant notamment, ou encore des aspects qui peuvent venir un petit peu contrarier ce soleil. Notre signe solaire, l'emplacement où se trouve notre soleil natal, va indiquer notre manière de nous affirmer et le carburant qui nous fait avancer, ce pourquoi nous nous levons chaque matin. Dans le tarot de Marseille, comme dans le Rider-Waite d'ailleurs, on peut observer la même chose. Un soleil énorme qui surplombe la moitié haute de l'image en vous regardant bien en face, avec cet air de certitude tranquille et une confiance sereine. Tout le soleil est là, dans cette certitude d'être ici et maintenant, et parfaitement à sa place. Et tantôt il distille ses gouttes de vie dans le tarot de Marseille, tantôt il darde ses rayons pour faire pousser les tournesols, fleurs du soleil, dans le Rider-Waite. Mais présent toujours l'enfance. Car on comprend le soleil en comprenant que l'on a affaire à un grand enfant. Tous les éléments se rapportant au soleil et partant du signe du lion qu'il maîtrise sont là. La joie, voire l'exultation d'être en vie, la vitalité, la confiance, la générosité, sur la carte du tarot de Marseille, l'un des enfants aide l'autre, et le fait d'aller de l'avant. Parce que sans lui, pas de vie. Le soleil est également associé à la création et à la créativité. Autrement dit, l'action de créer, d'où les enfants. Par son rayonnement, le soleil aide les autres. Il les éclaire pour leur permettre de s'accomplir à leur tour. Là est la générosité solaire, donner sans compter. Dans un thème, il va également représenter la figure paternelle, le mari, l'autorité, le patron, le supérieur hiérarchique, le pouvoir, l'ambition. Sur le plan de la santé, ce sera la vitalité générale, le cœur, le système cardiovasculaire, la colonne vertébrale, donc le dos, la vue. Il est important de bien connaître et identifier le soleil dans son thème, car il donnera, en signe et en maison, de précieuses indications sur ce que l'on doit être dans la vie. Il permet de savoir quels sont nos besoins, quel est notre rôle dans cette vie et comment nous accomplir. C'est notre cœur de vie. Alors maintenant qu'on a un petit peu balayé les différentes
signification du soleil dans un thème natal, dans son thème astral ou en astrologie en général, il va être intéressant de demander à Pauline si justement dans la mythologie, le soleil revêt une telle importance. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans notre entretien. Précédemment, nous avons évoqué les sources mythologiques, si on peut dire, de l'astrologie, enfin, plutôt le principe astrologique à l'épreuve de l'Antiquité. Oui. On a évoqué également le couple Soleil-Lune. J'aimerais aujourd'hui qu'en fait on s'attarde un petit peu plus sur le Soleil. Alors, quand je dis s'attarder sur le Soleil, c'est parce que en astrologie, c'est globalement la chose la plus connue pour les uns et les autres. Généralement, on se définit par son signe solaire, alors que paradoxalement, c'est sans doute la chose comment dire. Alors, c'est à la fois la plus caractéristique et la moins caractéristique. Hein. Je crois que c'est l'astrologue Nithya Varnes qui disait le Soleil, c'est un gros feignant. Et en fait, ce sont Vénus, Mars, Mercure qui aident à exprimer l'énergie solaire. Oui. Donc c'est vrai que le soleil c'est un principe intrinsèque, en astrologie c'est le principe de vie en général, en astrologie c'est l'identité, c'est l'énergie que l'on a en soi, c'est également son ego, c'est-à-dire ce qu'on ne pourra pas changer, mais qui peut se trouver masqué par l'ascendant déjà qui va offrir un premier masque, et puis simplement cette énergie solaire elle va s'exprimer de manière différente selon son Mercure, selon sa Vénus et plus encore selon sa Lune, puisqu'en fait il va y avoir l'émotionnel qui fait une espèce de caisse de résonance et qui vient encore perturber, si on peut dire, ou altérer le soleil, de la même manière que si ce soleil se trouve associé à d'autres planètes de manière plus ou moins proche, que ce soit par conjonction ou par trigone, carré, opposition ou sextile, on aura évidemment une expression du signe qui va être très très différente. Mais si on en revient à notre sujet initial, c'est-à-dire le soleil, qu'est-ce qu'on peut en dire dans la mythologie romaine? Pas grand-chose. Honnêtement, à Rome et en Grèce, parce que on l'a déjà dit précédemment, mais Rome a beaucoup absorbé le mythe grec, ça n'a pas une place prépondérante, le soleil. Vraiment, j'ai presque envie de dire c'est rien. Il y a quand même une divinité du soleil, mais qui est Hélios, qui est un titan, donc la génération avant les dieux. C'est-à-dire la génération Chronos et tout ça. En fait, même plus exactement, tu peux nous récapituler? Les dieux donc sont les enfants des titans. Ouais. Donc effectivement les enfants de Chronos et Rhea, qui ont eu beaucoup de frères et sœurs, dont un frère, Hyperion, qui est, je pense, la première entité mythologique qu'on peut rattacher au soleil dans la mythologie gréco-romaine, parce que c'est celui de la lumière solaire brute. C'est vraiment, avec Hyperion, on n'a vraiment que le concept de lumière. C'est le feu solaire, on peut dire ça. C'est... voilà. Il représente le feu solaire. Des fois, on dit même qu'il représente le soleil en lui-même. En tout cas, Hyperion est un titan qui est lié à la lumière, proprement dit. Et lui-même a eu avec une autre titanide... Sa sœur, donc? Oui. Puisque on voilà, entre frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Bon, c'est la mythologie, il faut pas trop chercher. Je sais pas si je peux retrouver son nom, parce que malheureusement je l'ai un chouïa oublié, le nom de cette fameuse titanide. Et donc avec elle, ils ont eu 2 enfants au moins. Des fois on leur en donne un troisième. Donc Hyperion s'est uni à sa sœur Théia. Et avec elle, il a eu Hélios, le soleil, Sélénée, la lune, et Éos, l'aurore, qui des fois est un peu oublié dans certains mythes, mais bon, voilà. Donc on voit quand même qu'il y a une notion de lumière avec ce couple-là, et leur descendance. Et donc Hélios est encore un titan. Il n'a pas marqué cette rupture avec les dieux qu'ont marqué par exemple les enfants de Chronos et Rhea, vu qu'on est sur une nouvelle génération mythologique avec les dieux.
Mais c'est un dieu, enfin c'est un titan qui s'est rangé du côté des dieux. En fait, Hélios est un serviteur de Zeus, et qui est intéressant pour Zeus parce que il est le seul être mythologique qui peut embrasser le monde d'un seul regard. Il sait tout. D'accord. En gros, c'est un espion, quoi. C'est ça. C'est l'espion idéal. Et notamment, dans les mythes, il apparaît avec le mythe d'Hadès et Perséphone, vu que c'est lui qui informe Déméter de l'enlèvement de Perséphone par Hadès. D'accord. On le voit aussi... Donc, c'est l'informateur. C'est l'informateur. On le voit aussi dans toute la mythologie autour d'Héphaïstos, Aphrodite, Arès, parce que c'est lui qui révèle à Héphaïstos la tromperie d'Aphrodite avec Arès. Donc voilà, c'est un observateur. En fait, c'est celui qui fait la lumière aussi, d'une certaine manière. Voilà, c'est-à-dire qu'il informe, mais il informe de la vérité. C'est ça. Il occupe une place secondaire, mais en même temps, sans lui, les dieux n'auraient pas connaissance d'un paquet d'autres trucs. Oui. Parce que c'est le seul comme c'est ce qu'on dit, c'est le seul à embrasser le monde d'un seul regard. Après, il apparaît à d'autres moments aussi, mais c'est peut-être moins intéressant dans un propos astrologique, parce qu'il apparaît aussi dans l'Odyssée, Ulysse, où il a un troupeau, le troupeau des vaches du soleil, qui sont des animaux très précieux et tout ça. Et certains des compagnons d'Ulysse ont un petit creux et décident de manger les vaches du soleil, ce qu'Hélios n'apprécie pas énormément. Il se plaint à Zeus qui du coup châtie les responsables et grosso modo les tue, quoi. Mais donc voilà, il n'a pas une place centrale, même si comme on l'a un peu mentionné dans les précédents épisodes, il va quand même au fil de l'Antiquité prendre de plus en plus de place mais pas en tant qu'Hélios, en tant que d'autres divinités solaires. Donc on a parlé de Sol Invictus, Invictus et d'Héliogabale, qui là incarnent le soleil, dispensateur de vie, dispensateur de chaleur, de lumière, et quelque chose qu'on va retrouver mine de rien après dans le christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, les divinités que tu viens de nous mentionner, elles ont une fonction en ce sens, une fonction presque nourricière, c'est-à-dire qu'elles apportent quelque chose aux hommes, t'as dit dispensateur d'eux, alors que Hélios, il se contente d'être un transmetteur. Oui. Un faisceau, d'une certaine manière. En fait, c'est un faisceau solaire. Il guide la course du soleil. Et c'est à peu près sa seule utilité. Outre de servir de caméra de surveillance à Zeus. Exactement. Hormis le fait quand même de permettre de faire la lumière et de pointer son faisceau finalement sur les choses à voir. C'est ça. Et d'ailleurs, les Grecs semblent pas avoir quand même eu un intérêt très prononcé pour lui, parce qu'il est très rapidement associé à Apollon. Qui prend alors le surnom de Phébus, donc le brillant, Phébus Apollon. Et du coup, c'est généralement Apollon qu'on cite, nous, en tant que divinité solaire. Il est plus connu qu'Hélios, on va pas se mentir. Mais même là, le soleil, il reste juste... la course du soleil. C'est vraiment juste... en fait, c'est limite un marqueur temporel. C'est plutôt ça, en fait, qu'autre chose dans la mythologie gréco-romaine, en tout cas. Et donc, donc à part cet Hélios, t'as évoqué donc Apollon, qui serait aussi un autre dieu solaire. Je mets les guillemets au dieu solaire, bien sûr. Le problème d'Apollon, c'est que c'est le dieu de beaucoup de choses. Vraiment. Apollon, il récupère le soleil à un moment donné, c'est le dieu des arts, c'est le dieu de la médecine, mais pas de la médecine de spécialité, parce qu'après, il y a Alcépios, qui est son fils et qui est vraiment un dieu vraiment médecin. C'est le dieu de la prophétie. Tout le monde presque connaît Delphes, qui est un des sanctuaires prophétiques les plus importants de Grèce. On dit aussi que par moments, c'est le dieu de la vérité. Et dans ce cas-là, ça colle assez bien avec la lumière, avec le soleil, parce que comme Hélios éclairait la vérité, voilà. C'est les arts en général aussi, Apollon, c'est beaucoup de choses. Donc, le soleil, c'est juste une corde de plus à son arc. Oui, parce qu'il faut rajouter aussi le tir à l'arc. J'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête sur un lieu où Apollon est vraiment vénéré purement pour sa fonction de dieu solaire. On dit que le colosse de Rhodes, qui était une des 7 merveilles du monde antique, était une représentation d'Apollon Hélios, parce que avec sa couronne de rayons et tout ça,
Mais là aussi, des fois, ça diverge. On dit que c'est Hélios, on dit que c'est Apollon. Donc, j'ai pas comme ça d'exemples qui me disent là, effectivement, Apollon est vénéré comme un dieu solaire. D'accord. Mais Apollon, quand même, dans la mythologie romaine, c'est pas le frère d'Artémis, Diane ? Si, qui, elle, du coup, est associée généralement à la Lune. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a encore un couple frère-sœur et ils sont jumeaux en plus. Ils sont jumeaux, c'est un couple frère-sœur, et de la même manière que Apollon a, entre guillemets, piqué le travail d'Hélios, Artémis, en tant que Lune, pique le travail de Sélénée, qui était la titanide historique de la Lune. Après, c'est un couple qui n'est jamais vraiment concentré totalement sur le Soleil et la Lune. C'est pas... Ouais, en fait, ce sont des attributs secondaires. Pour eux, c'est des attributs secondaires, visiblement. Enfin, à nouveau, j'ai pas non plus d'exemple propre pour Artémis comme pour Apollon, où ils ont été vénérés spécifiquement sous ces aspects solaires et lunaires. Artémis, elle est généralement plutôt considérée comme la protectrice des jeunes filles, des jeunes enfants, avant qu'ils atteignent la puberté. C'est une déesse de la nature sauvage aussi. C'est là où c'est intéressant parce que autant Artémis représente la nature sauvage, qu'Apollon représente la civilisation en soi, avec la médecine, avec les arts. Il y a plus cette dichotomie-là entre les deux que vraiment une dichotomie soleil-lune qui, je pense, pour les Grecs, est fondamentalement secondaire par rapport à d'autres panthéons, pour qui c'est vraiment... on peut citer les Égyptiens, par exemple. Ouais, alors justement, parce que on parle, au niveau de l'astrologie, on dit généralement que les bases de l'astrologie dans l'Antiquité, elles ont été plus ou moins établies par Ptolémée. Or, Ptolémée, c'est un Égyptien. Pas vraiment. Il est né en Égypte, mais il est né au 1er siècle de notre ère, donc dans une Égypte qui est déjà romanisée depuis... Enfin, même il est né au tout début du 2e siècle de notre ère. Donc, dans une Égypte qui est romanisée depuis plus d'1 siècle maintenant, et qui déjà, avant les Romains, avait été hellénisée, vu que la dernière dynastie pharaonique égyptienne, c'est les Lagides, qui sont une dynastie grecque, qui vient de grec, fondée par Ptolémée, qui était un des généraux d'Alexandre le Grand, et qui a obtenu l'Égypte dans le partage des territoires de l'Empire d'Alexandre à la mort de celui-ci en 323. À vérifier. Un truc comme ça. En tout cas, il est mort à Babylone. Grosso modo, il est mort à Babylone 10 ans après y avoir été couronné roi des Perses. Mais donc, est-ce que malgré tout, même s'il était romain, on ne peut pas dire qu'il appartenait à une tradition égyptienne pour qui le soleil est quand même central, là ? C'est une option. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la vie de Ptolémée pour le dire avec certitude. Mais c'est une option. En tout cas, il a vécu dans un univers où la représentation des divinités était sans doute très centrée sur encore le panthéon égyptien, parce que s'il y a une chose qu'on peut accorder aux Romains, c'est qu'ils n'ont jamais forcément cherché à imposer leur système de valeurs et leur système de pensée au territoire qui colonisaient, qu'ils occupaient par conquête. Ils ont même eu plutôt, eux, tendance à récupérer des divinités extérieures. On peut notamment, par exemple, chez les Égyptiens, citer Isis, qui a eu assez tôt un temple à Rome. Il y avait un culte d'Isis. Il y avait un culte d'Isis. On a parlé, dans un épisode précédent, de Mitra. Pareil, c'est un dieu étranger qui est arrivé à Rome après. On a aussi Cybèle, qui est une divinité de l'Anatolie, Turquie, par là, qui est ramenée à Rome... aussi à peu près. Il y a toujours des histoires après de transfert des divinités. Il justifie toujours ça, notamment Cybèle, il le justifie par une situation compliquée à Rome où un oracle aurait dit qu'il fallait l'intégrer. Voilà, c'est tout ça. Je pense qu'effectivement il a quand même dû grandir dans un environnement qui était encore égyptien dans sa manière de concevoir les dieux. Même si c'est un Égyptien qui a pu être influencé par d'autres, parce que notamment avec la période hellénistique, donc la période de la dynastie Lagide, donc une période qui va à peu près du 3e, 4e siècle avant notre ère jusqu'à la fin jusqu'au 1er siècle de notre ère à peu près, avec la bataille d'Actium en moins 31.
C'est une période où l'élite grecque dirigeante a quand même essayé de créer des... Comment dirons-nous ça gentiment? Des hybrides mythologiques entre les traditions grecques et les traditions égyptiennes. D'accord. Et donc, là, ce cas-là, il y avait le fameux Ra, enfin bon, le soleil, Ré, quoi. Le soleil, qui a quand même une place prépondérante dans qui la a une mythologie place prépondérante égyptienne. dans la mythologie égyptienne. Où là, comme ça, j'ai pas d'exemple de divinité syncrétique gréco-égyptienne. Ouais. Il y en a eu d'autres, mais qui reprenaient peut-être un peu plus Osiris, avec notamment Sérapis, qui avait un lien plus ou moins avec Osiris, avec Zeus, des choses comme ça. Ou de fait de reprendre des anciens mythes égyptiens et de leur donner un background grec. Ouais. Hein, il faisait ça. Ré, lui, il a toujours été là, chez les Égyptiens. Dans la période vraiment purement égyptienne, on l'a associé selon les lieux, parce que les Égyptiens avaient aussi bien une idée de théogonie propre à des lieux. Selon si on était à Memphis ou à Thèbes, c'était pas exactement les mêmes légendes, les mêmes dieux qui étaient particulièrement mis en avant et tout ça. Mais par exemple, il y a certains endroits où on associait Ré à Atum pour en faire un dieu créateur du monde. Il est devenu le père des pharaons à partir de la 4e dynastie pharaonique. Et il marquait en fait une continuité du pouvoir pharaonique, même quand les dynasties se renversaient, parce qu'ils finissaient tous par se dire fils de Ré, les pharaons. Notamment, ça s'est fait en s'associant au dieu Thèbes, Amon. Donc Amon-Ré est vraiment le père des lignées pharaoniques. Et puis après, il s'est retrouvé associé dans des contextes plus locaux des Moyen-Empire à des comme ça, pour créer des rés locaux. Ré a vraiment été toujours très très présent dans l'imaginaire mythologique des Égyptiens. Donc c'est honnêtement très possible que même au bout de près d'un siècle d'occupation romaine et de mélange avec la romanité, Ptolémée ait été influencé par la vision égyptienne du soleil. Alors, en t'écoutant, je me disais aussi, c'est vrai que dans la mythologie romaine, on n'a pas... le soleil n'a pas une place prépondérante. Non. En tout cas, il y a une chose qui a une place prépondérante quand même dans la mythologie romaine, c'est le feu. Oui. La lumière et le feu. Ce qui est d'une certaine manière le soleil aussi. Oui, je pense qu'effectivement, on peut voir ça comme ça. En tout cas, avec le feu, il y a souvent eu l'idée de foyer derrière. Et c'est là qu'on retrouve Hestia, Vesta chez les Romains. Dont on parlera dans un épisode ultérieur. C'est ça, qui est une divinité du feu du foyer et qui est là, toujours là quand tu veux rentrer à la maison. Et notamment, quand les Grecs ont commencé à essaimer des colonies dans le bassin méditerranéen, ils avaient tendance à partir avec une flamme issue du brasier de la cité qui leur permettait de créer leur propre feu de la cité une fois arrivés sur le territoire où ils ont décidé de s'installer, quoi. Donc oui, d'une certaine manière, on peut dire que le feu est plus important que le soleil. Disons, je disais feu dans le sens qu'effectivement, avec l'idée de la flamme ou de la lumière, quoi. Parce que je pense aussi, alors, c'est pareil, parce que ça me vient comme ça, mais prenons Lyon. On sait bien que le nom de Lugdunum, c'est la colline du dieu Lug. Oui. Qui était un dieu gaulois, je crois. On va dire celte, parce que... et qui avait un rapport qui était un dieu lumière aussi. Oui. Voilà. Oui. Oui, oui. C'est super clair, là. Oui, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'ils étaient peut-être plus attachés à la notion de lumière et de chaleur qu'apportait le feu que au soleil en lui-même. C'est ça. Peut-être aussi parce que finalement, ce sont plus les peuples, à proprement parler primitifs, et je mets des guillemets autour, qui vénéraient le soleil, et que peut-être qu'après une évolution un petit peu, j'allais dire, plus civilisationnelle,
la lumière apparaît moins comme une espèce de miracle. Oui, et puis aussi parce que je pense que les Grecs et après les Romains ont eu plus une tendance à attribuer des phénomènes naturels à des divinités quand c'était des phénomènes destructeurs. Ouais. Citons par exemple Poséidon, qui est le dieu des tremblements de terre. Voilà. Le soleil, en soi, ça fait rien de destructeur. Ça fait que du bien en théorie. Ça fait rien de particulier. Il est là, il bouge dans le ciel, il se couche, il se lève, mais il n'y a pas un rayon de feu solaire qui va venir détruire une cité. Une lampe de feu. C'est ça. Donc je pense que une des raisons qui ont pu faire qu'il était moins mis en avant que... Parce qu'en fait, quelque part, ça rejoint ce que je disais initialement, à savoir le soleil qui est simplement un principe de vie. Il se contente d'être. Oui, c'est ça. Il est. Oui, c'est mieux que de dire il sert à rien. Parce que c'est pas qu'il sert à rien, mais il est. Il est là. C'est tout. Voilà. D'une certaine manière, on peut dire qu'il est immuable, dans le sens où même... Enfin, il a sa course, mais il se lèvera toujours. Même quand il y a des nuages, même quand il pleut, il se lève toujours. Donc... Je pense que c'est pour ça que les Grecs et les Romains ne lui ont pas attribué plus de choses que ça. Alors je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur justement la place de ce soleil dans la mythologie, où on voit que finalement c'était notre conclusion. De la même manière que dans l'astrologie, le soleil est une évidence, mais c'est tout, d'une certaine manière. C'est un peu ça aussi dans la mythologie. Alors, comme dans le prochain épisode, on va évoquer la Lune, je voulais juste savoir si les éclipses, qui sont quand même particulièrement étudiées aussi en astrologie, est-ce que les Romains étaient inquiets comment vivaient-ils les éclipses? J'ai pas trouvé de mythe là-dessus. Donc... Je peux rien dire. Je pense qu'il devait peut-être voir ça dans une idée, par exemple, d'oracle, d'augure et tout ça. Il devait y lire certainement des signes. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de traduction dans la mythologie comme il peut y en avoir eu à d'autres endroits, notamment dans des mythologies d'Afrique de l'Ouest ou chez les Inuits. Il y avait plus d'explications par rapport aux éclipses. Mais j'ai rien trouvé de particulier chez les Grecs et les Romains. Donc je pense que... Il devait peut-être prendre ça comme un signe divin, mais... Mais lequel? Voilà, c'est un grand mystère. D'accord, merci. Astromythos, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour demander à la Lune ce qu'elle pense un petit peu de tout ça. À très vite.